Le matin s'installe lentement sur le refuge, enveloppé d'un silence trompeur qui contraste déjà avec la tension diffuse perceptible dans l'air. La lumière pâle traverse les vitres encore embuées par l'humidité de la nuit, révélant les visages tirés de celles qui se sont levées trop tôt, ou qui n'ont pas réellement dormi. Chloé observe la cuisine d'un œil distrait, attentive aux moindres détails, comme si un pressentiment confus l'empêchait de se laisser aller à la banalité de ce début de journée. Raphaël, elle, feint la légèreté, mais son regard trahit une vigilance constante, presque professionnelle, celle d'une femme qui a appris à ne jamais ignorer les signaux faibles. Basile s'affaire autour de la cafetière avec une application inhabituelle. Ses gestes sont précis, presque mécaniques, mais quelque chose cloche. Il fouille dans les placards, ouvre, referme, recommence, comme s'il cherchait un objet dont il aurait pourtant parfaitement mémorisé l'emplacement. Les tasses semblent soudain introuvables, et cette simple difficulté anodine suffit à créer un malaise perceptible. Chloé échange un regard avec Raphaël, un de ces regards muets qui disent beaucoup plus qu'une question posée à voix haute. Basile sourit, maladroitement, tente de plaisanter, mais son rire sonne creux, trop rapide, presque forcé. Le café coule enfin, sombre, fumant, et son odeur envahit la pièce. Pourtant, aucune des deux femmes ne se précipite pour en prendre une tasse. Raphaël s'approche, observe le liquide noir avec une attention excessive, comme si elle cherchait à y lire quelque chose d'invisible. Basile détourne le regard à ce moment précis, comme s'il redoutait une question. Lorsqu'il parle, il change aussitôt de sujet, évoquant la météo, le froid mordant du matin, l'idée qu'une randonnée pourrait leur faire du bien, les réchauffer, leur changer les idées. Cette proposition arrive trop vite, presque comme une échappatoire. Chloé acquiesce, sans enthousiasme. Elle sent confusément que rester enfermée dans ce refuge ne ferait qu'amplifier l'étrangeté ambiante. Marcher, respirer l'air frais, retrouver un semblant de normalité. L'idée a quelque chose de rassurant. Pourtant, au fond d'elle, une petite voix insiste, lui souffle que cette journée ne sera pas ordinaire. Raphaël accepte à son tour, consciente que refuser donnerait à Basile une importance qu'elle ne veut pas lui accorder. Pendant ce temps, loin de la montagne et du refuge isolé, la vie continue à Sète, mais elle n'a plus la même saveur. Chez William et Aurore, le calme est presque douloureux. L'absence d'Orso pèse dans chaque pièce, dans chaque silence trop long. Les gestes du quotidien se font plus lents, plus lourds, comme si chacun cherchait inconsciemment à retarder le moment de se retrouver face à cette réalité, le manque. Aurore tente de s'occuper l'esprit, range, nettoie, s'active sans relâche, tandis que William s'enferme dans une forme de mutisme inquiet. Samuel, témoin discret de cette atmosphère pesante, avoue apprécier ce calme retrouvé, sans mesurer à quel point il est en réalité chargé d'une tristesse sourde. Au lycée, Erika arrive dans son bureau, encore engourdie par la fraîcheur matinale. Elle dépose ses affaires, puis s'immobilise net. Sur ses dossiers repose un petit bouquet délicat, composé de myosotis soigneusement arrangés. Le contraste entre la simplicité des fleurs et l'effet qu'elles produisent est saisissant. Erika sourit d'abord, persuadée qu'il s'agit d'une attention de bar. Une chaleur douce l'envahit, immédiatement remplacée par une interrogation lorsqu'elle remarque l'absence de mots, de signature. Le doute s'installe, insidieux. Lorsque Barr la rejoint et qu'elle lui montre le bouquet, sa réaction dissipe brutalement toute illusion. Il n'est pas à l'origine de ce geste. Son visage se ferme aussitôt, et l'inquiétude remplace la surprise. Il lui parle d'un compte sur les réseaux sociaux, créé récemment, à peine quelques jours plus tôt. Un admirateur secret, invisible mais présent, qui observe, qui sait. L'idée qu'Erika puisse être surveillée, même de loin, fait naître un malaise profond. Barr lui conseille d'en parler à Sarah et Roxane, de ne pas prendre cela à la légère. Erika hoche la tête, mais son esprit est déjà ailleurs, envahi par une inquiétude qu'elle n'ose pas encore formuler. Non loin de là, Soraya marche d'un pas rapide, son sac serré contre elle comme une armure. Elle a en tête une discussion importante, essentielle, mais chaque fois qu'elle s'apprête à l'entamer, les mots se dérobent. Gabriel, de son côté, enchaîne les signes, les coïncidences, comme s'il cherchait inconsciemment à donner un sens à ce qui l'entoure. La rencontre avec la boulangère enceinte, l'idée persistante d'un avenir différent. Soraya lui propose un café, un moment à deux, mais il est déjà pressé, déjà ailleurs. Elle le regarde s'éloigner, consciente que le sujet de l'adoption devra encore attendre. Ce silence lui pèse, car il est chargé de tout ce qu'elle n'arrive pas à dire. Au refuge, les préparatifs pour la randonnée s'organisent. Maud et Judith plaisantes, tentent de détendre l'atmosphère, mais elles perçoivent elles aussi une tension diffuse. Basile, paradoxalement, semble mal à l'aise à l'idée même de marcher.
Il avoue détester la randonnée, ne connaître aucun itinéraire précis. Cette contradiction surprend, surtout après son insistance du matin. Raphaël note mentalement ce détail, sans commentaire. Elle sent que chaque incohérence mérite d'être retenue. Le groupe s'élance finalement sur le sentier, la nature imposante les entourant de son calme majestueux. Les arbres, immobiles, semblent observer leur passage. Chloé respire profondément, cherchant à apaiser le malaise qui ne l'a pas quittée. Pendant un instant, tout paraît presque normal. Le bruit de leurs pas sur le sol, le souffle du vent, quelques rires étouffés. Jusqu'à ce que l'air se tende brutalement. Un premier coup de feu retentit, sec, brutal, déchirant le silence. Le groupe s'immobilise, figé par la surprise. Un second tir résonne, plus proche encore. Les cœurs s'emballent, l'adrénaline monte. Judith sent une peur viscérale l'envahir, une certitude glaçante. Ce n'est pas un hasard, ni de simples chasseurs maladroits. Elle a la sensation très nette qu'elles sont visées. Chloé tente de rassurer, de rationaliser, mais sa voix tremble légèrement, trahissant son propre effroi. Raphaël scrute les alentours, cherchant une logique, une issue, tandis que Basile reste étrangement calme, trop calme peut-être. Lorsqu'ils parviennent enfin à se mettre à l'abri, le silence qui suit est presque plus angoissant que les tirs eux-mêmes. Personne n'ose formuler ce que tous ressentent, cette randonnée n'était pas une simple escapade. Quelque chose s'est enclenché, une mécanique dangereuse dont elles ne perçoivent encore que les premiers rouages. La nuit tombera plus tard sur le refuge, mais déjà, à cet instant précis, une certitude s'impose, la journée ne fait que commencer, et l'obscurité qui approche ne sera pas seulement celle du ciel. Le retour vers le refuge se fait dans un silence pesant, presque irréel, comme si chacune tentait de reprendre le contrôle de sa respiration avant que la panique ne s'impose définitivement. Chloé marche en tête, les mâchoires crispées, l'esprit en alerte. Elle rejoue mentalement les secondes qui ont suivi les coups de feu, cherchant une explication rationnelle, une échappatoire logique à ce qui vient de se produire. Pourtant, plus elle analyse, plus une évidence dérangeante s'impose. Rien, dans ce qu'elles ont vécu, ne ressemble à un simple accident. Raphaël, de son côté, observe Basile à la dérobée. Son calme apparent la trouble. Là où elle s'attendait à voir de la nervosité, voire de la peur, elle ne perçoit qu'une retenue étrange, presque calculée. Il parle peu, se contente de banalités sur la météo qui change vite en montagne, sur la prudence à adopter avec les chasseurs. Des mots qui sonnent faux, parce qu'ils arrivent trop tard, parce qu'ils semblent destinés à masquer autre chose. Raphaël garde pour elle ses soupçons, consciente que les formuler maintenant ne ferait qu'aggraver la situation. Judith et Maud ferment la marche. La plus jeune tente de rassurer l'autre par quelques phrases maladroites, mais son regard trahit un trouble profond. Elle a ressenti quelque chose de précis, presque physique, au moment des tirs, cette sensation glaciale d'être une cible. Même maintenant, alors que le refuge se dessine enfin devant elle, elle n'arrive pas à s'en défaire. Chaque bruit dans les bois la fait sursauter, chaque craquement lui rappelle la détonation sèche qui a rompu la tranquillité de la randonnée. À l'intérieur du refuge, l'atmosphère est lourde, confinée. Les murs semblent soudain trop proches, comme si l'espace lui-même se refermait sur elle. Chloé propose de s'asseoir, de reprendre leurs esprits. Elle parle d'un ton ferme, presque autoritaire, tentant d'instaurer un semblant de normalité. Raphaël acquiesce, mais son esprit est déjà ailleurs, occupé à faire le tri entre ce qui a été dit et ce qui a été soigneusement évité. Basile, lui, s'éclipse quelques instants sous prétexte de vérifier l'état de la voiture et le réseau téléphonique. Lorsqu'il revient, il annonce que la connexion est mauvaise, presque inexistante. Une information de plus qui alourdit le malaise général. Pendant ce temps, à 7, Karim termine sa journée avec une sensation étrange, un mélange de fatigue et d'anticipation. L'invitation qu'il a faite à Émilie lui revient en tête. Il ne sait pas exactement ce qu'il cherche dans ce rapprochement, mais il sent confusément que cette légèreté nouvelle lui fait du bien. Émilie, de son côté, accepte avec un enthousiasme discret. Elle sourit plus qu'à l'habitude, comme si cette soirée représentait une parenthèse bienvenue dans un quotidien trop souvent routinier. Au lycée, Erika n'arrive pas à se concentrer. Le bouquet de myosotis s'est posé non loin d'elle, et son regard y revient sans cesse. Elle tente de se convaincre qu'il ne s'agit que d'un geste maladroit, d'une admiration innocente. Pourtant, l'absence de signature, la création récente du compte sur les réseaux sociaux, tout cela compose un tableau inquiétant. Elle repense aux paroles de Barre, à sa mise en garde. Une part d'elle refuse encore d'y croire, mais une autre, plus lucide, comprend qu'elle ne peut pas ignorer ce signal. Soraya, quant à elle, déjeune avec Nord et Victoire au cabinet. La conversation glisse sur des sujets légers, mais son esprit est ailleurs.
Elle écoute à peine, trop occupée à ruminer ce qu'elle n'a pas réussi à dire à Gabriel. Elle se sent coincée entre son désir d'avancer, de construire quelque chose de différent, et la peur de provoquer un rejet irréversible. L'adoption lui apparaît comme une évidence intime, presque une libération, mais elle sait aussi que ce choix ne peut se faire seul. Ce blocage la frustre, l'épuise, et elle commence à se demander combien de temps encore elle pourra continuer ainsi. Au refuge, le temps semble s'étirer. L'orage annoncé se rapproche, assombrissant progressivement le ciel. Chloé remarque les premières rafales de vent, les nuages lourds qui s'accumulent. Elle suggère de rester à l'intérieur pour la soirée, de verrouiller les portes, par simple précaution. Basile approuve immédiatement, trop rapidement peut-être. Raphaël note ce réflexe, ce besoin constant de contrôler l'environnement, les déplacements, les décisions. Chaque détail s'ajoute à la liste mentale qu'elle dresse avec méthode. Judith se lève soudain, incapable de rester assise plus longtemps. Elle affirme qu'elle a besoin d'air, de bouger. Maud la suit, inquiète de la laisser seule. Les deux jeunes filles se déplacent dans le refuge, cherchant des bougies, anticipant une éventuelle coupure de courant. Leur agitation trahit une peur qu'elles n'osent pas formuler clairement. Elles sentent que quelque chose se prépare, que la tension accumulée depuis le matin n'a pas encore trouvé son point de rupture. La nuit tombe enfin, brutale, accompagnée des premiers éclairs. Le tonnerre gronde, faisant vibrer les murs du refuge. L'électricité vacille, puis s'éteint complètement, plongeant les lieux dans une obscurité totale. Pendant une fraction de seconde, le silence est absolu. Puis un cri déchire la nuit, un appel au secours qui résonne avec une intensité glaçante, comme un écho direct au coup de feu de la matinée. Tout se fige. Les regards se croisent dans l'obscurité, chargés de peur et d'incompréhension. Ce cri n'a rien d'un simple sursaut. Il est chargé de détresse, d'urgence. Quelqu'un est en danger. Et cette fois, il n'y a plus aucun doute possible. Le cri s'éteint aussi brutalement qu'il est apparu, laissant derrière lui un silence compact, presque assourdissant. Dans l'obscurité totale du refuge, chacune retient son souffle, comme si le moindre mouvement pouvait déclencher quelque chose d'irréversible. Chloé est la première à réagir. Elle appelle, d'une voix qu'elle tente de rendre ferme, demandant si quelqu'un a besoin d'aide. Sa question reste suspendue dans l'air, sans réponse. Cette absence de retour est plus inquiétante encore que le cri lui-même. Raphaël s'avance prudemment, tâtonnant à la recherche d'un mur, d'un repère. Son esprit fonctionne à toute vitesse, analysant les possibilités, évaluant les risques. Elle sait que la panique est leur pire ennemi. Dans ce noir absolu, chaque pas doit être réfléchi. Elle demande à Maud et Judith de rester près d'elle, de ne pas s'éloigner. Les deux jeunes filles acquiescent sans discuter, trop conscientes du danger latent pour protester. Basile rompt enfin le silence, proposant d'aller vérifier dehors, prétextant que le cri pourrait venir des alentours du refuge. Sa suggestion provoque une réaction immédiate chez Chloé. Elle refuse net. Sortir, maintenant, dans l'orage, après ce qui s'est passé le matin même, lui paraît totalement irresponsable. Sa voix tremble légèrement, mais son refus est sans appel. Basile insiste à peine, se ravise trop vite, comme s'il n'avait proposé cette idée que pour tester une réaction. Raphaël note ce détail, encore un, qu'elle ajoute à la liste déjà longue de ce qui ne colle pas. Les bougies trouvées plus tôt par Maud et Judith sont enfin allumées. Une lumière vacillante éclaire partiellement la pièce, dessinant des ombres déformées sur les murs. Cette clarté fragile n'apporte aucun réconfort, bien au contraire. Chaque recoin devient suspect, chaque silhouette inquiétante. Judith sent son cœur battre à tout rompre. Elle n'arrive pas à chasser l'idée que le danger est tout proche, peut-être même déjà à l'intérieur. Chloé décide alors de procéder méthodiquement. Elle propose qu'elle vérifie chaque pièce du refuge, ensemble, sans se séparer. Raphaël approuve, reconnaissant dans cette décision une tentative désespérée mais nécessaire de reprendre le contrôle. Elles avancent lentement, éclairant le chemin avec les bougies, appelant de temps à autre, espérant une réponse qui tarde à venir. Les portes sont ouvertes une à une, révélant des espaces vides, silencieux, trop silencieux. Dans une petite pièce à l'écart, Maud croit percevoir un mouvement. Elle s'arrête net, agrippant le bras de sa mère. Son regard affolé en dit long sur ce qu'elle ressent. Raphaël tente de la rassurer d'un murmure, mais elle-même sent une sueur froide lui parcourir l'échine. Elle s'approche, découvrant finalement un simple courant d'air qui fait bouger un rideau. Un faux soulagement les envahit, immédiatement remplacé par une nouvelle vague d'angoisse. Si ce n'était pas ici, alors où? À 7, pendant ce temps, la soirée de Karim et Émilie débute sur un ton étonnamment léger. Le stand de tir, illuminé malgré la nuit tombante, résonne des détonations régulières des autres clients. Émilie rit, concentrée, prenant plaisir à viser la cible.
Cette activité inattendue lui procure une sensation de liberté qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Karim observe son enthousiasme avec un sourire sincère. Il se sent étrangement à l'aise, comme si cet instant suspendu lui offrait un répit bienvenu face aux tensions habituelles de son quotidien. Pourtant, même loin de la montagne, une inquiétude diffuse semble se propager. Erika, seule chez elle, fixe son téléphone, guettant un message, une notification. Le bouquet de fleurs repose sur la table, devenu soudain encombrant, presque oppressant. Elle repense à la possibilité que quelqu'un la surveille, qu'un regard invisible se pose sur elle sans qu'elle ne puisse s'en défendre. Cette pensée l'empêche de trouver le sommeil, la maintient dans un état d'alerte permanent. De retour au refuge, la fouille touche à sa fin sans résultat. Aucun signe de la personne qui a crié. Cette absence de réponse commence à peser lourdement sur les nerfs de toutes. Chloé sent la fatigue et la peur s'entremêler, rendant chaque décision plus difficile. Raphaël, malgré son sang-froid apparent, commence à envisager le pire. Elle sait que ce genre de situation dégénère rarement par hasard. Basile, toujours en retrait, observe la scène avec une attention troublante. Son regard passe de l'une à l'autre, comme s'il évaluait leur réaction. Lorsqu'il parle, c'est pour suggérer qu'il vaut mieux attendre le matin, que l'orage finira bien par se calmer. Ces paroles se veulent apaisantes, mais elles ont l'effet inverse. Attendre signifie rester dans cette incertitude, dans cette peur sourde qui ronge peu à peu. Alors qu'elle regagne la pièce principale, un bruit sourd retentit à l'étage, distinct, indiscutable. Cette fois, aucune d'elles ne doute. Quelque chose, ou quelqu'un, se déplace au-dessus d'elle. Les regards se figent, les corps se tendent. La nuit est loin d'être terminée, et le piège, désormais, semble se refermer inexorablement autour d'elle. Le bruit venu de l'étage laisse derrière lui une onde de choc silencieuse. Personne n'ose parler immédiatement, comme si nommer ce qu'elles viennent d'entendre risquait de le rendre plus réel encore. Chloé serre instinctivement les poings, consciente que chaque seconde d'hésitation peut leur coûter cher. Elle échange un regard rapide avec Raphaël, un regard lourd de décisions non dites. Monter là-haut ou rester en bas, attendre ou agir, aucun choix ne paraît sûr. Raphaël prend une inspiration lente, cherchant à maîtriser l'adrénaline qui pulse dans ses veines. Elle murmure qu'il faut rester groupé, ne pas céder à la panique. Sa voix, pourtant, trahit une tension inhabituelle. Elle connaît trop bien ce genre de situation pour s'y abandonner sans méfiance. Chaque bruit, chaque silence peut être un leurre. Maud et Judith se rapprochent instinctivement d'elle, comme attirées par une force protectrice. Leur jeunesse, face à ce danger invisible, rend la scène encore plus irréelle. Basile, après un court instant d'hésitation, propose d'aller voir seul à l'étage, affirmant qu'il connaît bien les lieux. Cette fois, la réaction est immédiate. Chloé se place presque instinctivement devant l'escalier, lui bloquant le passage. Son refus est sec, sans appel. Elle ne veut plus prendre le risque de se séparer, surtout après ce qu'elles ont vécu depuis le matin. Basile se fige, surpris par cette opposition frontale. Pendant une fraction de seconde, son visage se ferme, laissant transparaître une contrariété qu'il s'efforce aussitôt de dissimuler. Le tonnerre gronde de nouveau, plus proche, plus violent. Les éclairs illuminent brièvement l'intérieur du refuge, révélant des visages tendus, fatigués, marqués par la peur. L'orage redouble d'intensité, comme un écho à la tempête qui se joue entre ces murs. Raphaël propose alors une alternative, appeler les secours dès que le réseau le permettra, rester vigilante et verrouiller les accès. L'idée est logique, mais elle se heurte à une réalité implacable. Sans électricité, sans réseau stable, elles sont livrées à elles-mêmes. Judith, qui jusqu'ici était restée silencieuse, finit par craquer. Sa voix tremble lorsqu'elle affirme qu'elle n'a jamais cru à l'histoire des chasseurs. Elle explique cette sensation persistante d'être observée, visée, comme si quelqu'un avait voulu les terroriser délibérément. Ces mots résonnent dans la pièce avec une force particulière. Chloé l'écoute, le cœur serré, réalisant que ce malaise qu'elle ressent depuis le matin n'était pas une simple impression. Raphaël acquiesce lentement, partageant cette analyse sans avoir osé la formuler plus tôt. À 7, pendant ce temps, Karim et Émilie quittent le stand de tir, encore portés par l'adrénaline de l'expérience. Émilie parle avec enthousiasme, évoquant cette sensation de contrôle, de précision, qui lui a permis d'évacuer ses tensions. Karim l'écoute, souriant, mais son esprit dérive un instant. Il pense à sa fille, à sa famille, à cette impression étrange que quelque chose ne tourne pas rond. Il chasse rapidement cette pensée, refusant de laisser l'inquiétude gâcher ce moment rare de légèreté. Chez elle, Erika finit par appeler Sarah, la voix basse, presque honteuse de s'inquiéter pour si peu. Pourtant, en parlant, elle réalise que ce bouquet, ce silence, ce regard invisible qu'elle imagine,
tout cela commence à peser lourdement. Sarah l'écoute attentivement, la rassure, mais lui conseille aussi de rester prudente, de signaler toute chose inhabituelle. Erika raccroche avec un sentiment mitigé, partagé entre soulagement et crainte accrue. Au refuge, la décision est prise de rester tout ensemble dans la pièce principale. Les portes sont verrouillées, les bougies disposées stratégiquement pour éclairer le maximum d'espace. Le temps semble suspendu, chaque minute s'étirant démesurément. Les femmes échangent peu de mots, conscientes que le silence est parfois plus rassurant que des paroles maladroites. Basile s'installe à l'écart, observant la flamme vacillante d'une bougie, son visage à moitié plongé dans l'ombre. Soudain, un nouveau bruit retentit, plus proche, plus distinct encore que le précédent. Cette fois, il ne vient pas de l'étage, mais de l'extérieur, juste derrière l'une des portes. Quelqu'un, ou quelque chose, semble rôder autour du refuge. Les regards se croisent, la peur atteint son paroxysme. Le piège, désormais, ne laisse plus aucune place au doute. Elles sont encerclées, et la nuit est loin d'avoir livré tous ses secrets. Le bruit à l'extérieur se répète, plus insistant, comme un avertissement. Quelque chose heurte la porte, doucement d'abord, puis avec une détermination croissante. Chloé sent son estomac se nouer. Elle échange un regard avec Raphaël, qui comprend immédiatement. Il ne s'agit plus d'un simple hasard, ni d'une coïncidence liée à l'orage. Quelqu'un est là, volontairement, et joue avec leurs nerfs. Maud et Judith reculent d'un pas, se serrant l'une contre l'autre, incapables de détourner les yeux de cette porte devenue soudain menaçante. Raphaël s'avance lentement, posant une main sur le battant comme pour en ressentir les vibrations. Elle murmure qu'il faut garder le silence, ne pas révéler leur position plus qu'elle ne l'est déjà. Chaque respiration est mesurée, chaque mouvement calculé. Basile, lui, semble étrangement tendu. Son regard fuit, passe de la porte aux fenêtres, puis au visage des autres, comme s'il cherchait une issue que personne d'autre ne voit. Cette agitation ne passe pas inaperçue aux yeux de Chloé, qui commence à associer ses réactions à une logique dérangeante. Le bruit cesse soudainement. Un silence épais s'installe, encore plus angoissant que les coups précédents. Personne n'ose parler. Les secondes s'égrènent, interminables. Puis un froissement se fait entendre près de l'une des fenêtres, accompagné d'un souffle presque imperceptible. Judith sent ses jambes faiblir. Elle s'accroche au bras de Maud, murmurant qu'elle ne supporte plus cette attente, cette peur qui ronge de l'intérieur. Raphaël lui intime doucement de tenir bon, de ne pas céder à la panique. Chloé prend alors une décision difficile. Elle propose de se barricader davantage, de déplacer les meubles les plus lourds contre les accès. L'idée est accueillie sans discussion. Chacune s'active dans un silence tendu, poussant, tirant, transformant le refuge en forteresse improvisée. Cette activité physique permet, un court instant, de détourner l'esprit de la peur, mais elle ne fait qu'accentuer la fatigue déjà bien présente. À 7, Soraya rentre chez elle le cœur lourd. La discussion avortée avec Gabriel la hante. Elle se sent à la fois coupable de lui imposer un sujet si délicat et frustrée de ne pas être entendue. Elle s'assoit, seule, et laisse enfin les larmes couler. L'idée de l'adoption, loin de s'estomper, s'ancre encore plus profondément en elle. Elle sait que tôt ou tard, elle devra affronter cette conversation, au risque de tout remettre en question. Non loin de là, Karim raccompagne Émilie après leur soirée. L'ambiance est douce, presque complice. Émilie le remercie pour ce moment hors du temps, avouant qu'elle en avait terriblement besoin. Karim sourit, touché, mais une inquiétude sourde refait surface lorsqu'il consulte machinalement son téléphone, constatant l'absence de réseau. Cette sensation d'être coupé du monde lui déplaît, sans qu'il sache encore pourquoi. Au refuge, l'orage redouble de violence. La pluie martèle le toit avec une intensité presque agressive. Les éclairs illuminent brièvement l'extérieur, révélant des formes indistinctes, des ombres mouvantes qui pourraient n'être que des illusions. Pourtant, au moment précis où un éclair plus puissant que les autres fend le ciel, Chloé croit apercevoir une silhouette près de la lisière des arbres. Elle n'est pas certaine, mais son cœur s'emballe. Elle n'ose pas en parler immédiatement, de peur d'alimenter la panique. Basile, qui a suivi son regard, pâlit légèrement. Il détourne les yeux, prétendant n'avoir rien vu. Ce décalage entre leurs perceptions renforce les soupçons de Chloé. Elle commence à comprendre que le danger ne vient peut-être pas uniquement de l'extérieur. Cette pensée la glace. Raphaël, attentive à la moindre variation d'attitude, perçoit elle aussi ce changement subtil. Sans un mot, elle se rapproche de Chloé, comme pour former un front commun silencieux. Un nouveau choc contre la porte fait sursauter tout le monde. Cette fois, il est plus violent, plus décidé. La poignée tremble légèrement. Maud étouffe un sanglot, Judith ferme les yeux, priant pour que cela cesse.
Dans cette obscurité trouée de lumière vacillante, une certitude s'impose à toutes. La nuit est devenue un terrain de chasse, et elles ne savent toujours pas qui est le chasseur. Le choc contre la porte résonne encore lorsque tout s'arrête net, comme si la force qui l'avait provoqué venait soudain de se rétracter. Le silence qui suit est si dense qu'il en devient presque étouffant. Chloé sent son cœur battre contre sa poitrine avec une violence qu'elle peine à contenir. Elle échange un regard rapide avec Raphaël, consciente que cette accalmie soudaine est peut-être le prélude à quelque chose de bien plus grave. Dans ce refuge isolé, chaque pause semble annoncer une nouvelle menace. Raphaël fait signe aux filles de rester en retrait. Sa posture est tendue, prête à réagir au moindre bruit. Elle s'approche de la porte, sans l'ouvrir, posant simplement l'oreille contre le bois pour tenter de percevoir un mouvement, un souffle, une présence. Rien. Pourtant, cette absence totale de bruit ne la rassure pas. Au contraire, elle renforce cette impression dérangeante d'être observée, manipulée, comme des pièces déplacées sur un échiquier invisible. Basile rompt le silence en suggérant, d'une voix plus nerveuse qu'il ne le voudrait, que l'orage a peut-être attiré un animal sauvage près du refuge. Son explication semble tomber à plat. Personne ne le regarde vraiment, et cette indifférence apparente le déstabilise. Il se lève, fait quelques pas, puis se rassoit aussitôt, incapable de tenir en place. Chloé observe chacun de ses gestes avec une attention accrue. Elle ne peut plus ignorer ce malaise grandissant, cette impression que Basile joue un rôle, qu'il dissimule quelque chose derrière ses paroles rassurantes. Judith, recroquevillée sur une chaise, sent les larmes lui monter aux yeux. Elle murmure qu'elle n'en peut plus, que cette attente la détruit plus sûrement que n'importe quel danger immédiat. Maud tente de la rassurer, mais sa propre voix tremble. Raphaël intervient alors, leur parlant doucement, rappelant qu'elles doivent rester lucides, qu'elles n'ont pas le droit de céder à la panique. Ces mots, empreints d'autorité et de bienveillance, parviennent à apaiser légèrement les deux jeunes filles. À 7, la nuit est bien plus calme en apparence. Karim, rentré chez lui, ressent pourtant un malaise diffus. Il repense à la soirée avec Émilie, à cette légèreté presque oubliée, et se demande pourquoi une inquiétude persistante refuse de le quitter. Il tente de se convaincre que ce n'est qu'une fatigue passagère, mais son instinct de policier le maintient en alerte, comme si un danger invisible se rapprochait sans qu'il puisse encore le définir. Erika, elle, tourne en rond dans son appartement. Elle a déplacé le bouquet de fleurs dans une autre pièce, incapable de supporter sa présence trop longtemps. Chaque bruit dans le couloir la fait sursauter. Elle repense aux paroles de Sarah, à cette prudence recommandée, et se promet de signaler le moindre détail étrange. Pourtant, une partie d'elle redoute déjà de confirmer ses pires craintes. Au refuge, Chloé finit par prendre la parole. Elle affirme qu'elles ne peuvent plus se contenter d'attendre. Elle propose de tenter un appel d'urgence dès que le réseau réapparaîtra, quitte à sortir brièvement sous la pluie pour capter un signal. L'idée suscite immédiatement des réactions mitigées. Raphaël comprend la nécessité d'agir, mais redoute les risques. Basile, lui, se montre étrangement opposé à cette option, arguant que c'est trop dangereux. Cette résistance soudaine ne passe pas inaperçue. Un nouvel éclair illumine la pièce, révélant l'expression crispée de Basile. Pendant une fraction de seconde, son masque tombe, laissant apparaître une tension presque agressive. Chloé sent un frisson lui parcourir l'échine. Elle comprend alors que la menace ne se limite peut-être pas à ce qui rôde à l'extérieur. Cette prise de conscience la force à revoir toutes les hypothèses, à envisager l'impensable. Soudain, un bruit métallique se fait entendre à l'arrière du refuge, comme si quelqu'un manipulait un objet lourd, une serrure ou un outil. Cette fois, il n'y a plus de doute possible. Quelqu'un tente d'entrer. Raphaël se place instinctivement devant Maud et Judith, prête à les protéger coûte que coûte. Chloé sent la peur se transformer en détermination farouche. Quelle que soit la nature de ce piège, elle refuse de se laisser submerger. La nuit touche à son point de rupture. Les masques commencent à se fissurer, les vérités à affleurer. Et dans l'obscurité battue par l'orage, chacune comprend que l'aube, si elle arrive, ne les trouvera plus jamais tout à fait les mêmes. Le bruit métallique se répète, plus précis, plus méthodique, comme si la personne à l'extérieur savait exactement ce qu'elle faisait. Le souffle de l'orage accompagne chaque tentative, donnant à la scène une dimension presque irréelle. Chloé sent son corps se raidir. La peur n'a pas disparu, mais elle s'est transformée en une lucidité froide, presque brutale. Elle sait désormais que l'attente n'est plus une option. Ce moment suspendu, où tout peut basculer, est arrivé. Raphaël murmure à Maud et Judith de rester derrière elle, de ne pas bouger quoi qu'il arrive. Son ton est calme, maîtrisé, mais son regard trahit une détermination farouche. Elle ne quittera pas sa place, pas même d'un pas. Chloé se positionne à ses côtés, formant avec elle un rempart instinctif.
Les deux femmes échangent un regard bref, chargé d'une compréhension silencieuse. Elles sont prêtes à faire face, ensemble. Basile, lui, recule lentement. Ses gestes sont mesurés, presque trop contrôlés. Lorsqu'il parle, c'est pour répéter qu'il faut rester calme, que paniquer ne fera qu'aggraver les choses. Mais ses mots sonnent creux. Chloé perçoit dans sa voix une tension qui n'a plus rien de fin. Elle comprend alors que depuis le début, quelque chose clochait dans son attitude, dans ses silences, dans ses tentatives répétées de diriger les décisions. Cette certitude s'impose sans qu'elle ait besoin d'être formulée à voix haute. Un éclair plus violent que les autres illumine la pièce. Pendant un instant fugace, les visages apparaissent clairement. Celui de Basile se fige, laissant transparaître une crispation qu'il ne parvient plus à masquer. Raphaël le remarque aussi. Elle sent que le danger est désormais à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Le piège n'était pas seulement celui de la nuit ou de la montagne, mais celui d'une mise en scène patiemment construite. Soudain, le bruit cesse. Plus rien. L'absence totale de son est presque insupportable. Chloé a l'impression que le temps s'est arrêté. Puis, contre toute attente, un signal faible apparaît sur son téléphone. Une barre, fragile, incertaine, mais bien réelle. Elle n'hésite pas une seconde. Ses doigts tremblent légèrement lorsqu'elle compose un numéro d'urgence, consciente que cette fenêtre peut se refermer à tout moment. La communication est hachée, instable, mais suffisante pour lancer l'alerte. À cet instant précis, Basile change d'attitude. Sa voix se fait plus dure, son regard plus insistant. Il lui demande d'arrêter, de raccrocher, prétextant un danger immédiat. Cette réaction déclenche un déclic irréversible. Raphaël s'interpose aussitôt, lui ordonnant de reculer. Le ton est sec, autoritaire, sans la moindre place pour la discussion. Maud et Judith comprennent alors que leurs soupçons étaient fondés, que ce qu'elles ont ressenti toute la journée n'était pas une simple peur irrationnelle. L'orage continue de faire rage, mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. La façade s'est fissurée, laissant apparaître une vérité dérangeante. Basile, pris de court, hésite, recule encore. Le bruit des sirènes, lointain mais distinct, finit par se mêler au fracas de la pluie. Ce son, porteur d'espoir, résonne comme une délivrance. Lorsque les secours arrivent enfin, la tension retombe d'un coup, laissant place à une fatigue écrasante. Les visages se détendent, les corps tremblent, libérés de la pression accumulée. Chloé s'assoit, submergée par un mélange de soulagement et de colère. Raphaël serre Maud contre elle, consciente que cette nuit laissera des traces profondes. Judith, silencieuse, regarde autour d'elle avec un regard nouveau, celui de quelqu'un qui a frôlé le danger de trop près. À 7, presque au même moment, Erika reçoit un message qui confirme ses craintes. L'admirateur secret n'est plus une abstraction, mais une menace bien réelle. Elle comprend que cette journée n'a pas bouleversé qu'un seul lieu, qu'une seule vie. Partout, des équilibres fragiles ont été ébranlés. Soraya, seule chez elle, prend enfin une décision. Elle sait que le silence n'est plus tenable, que certaines conversations, aussi difficiles soient-elles, doivent avoir lieu. Karim, de son côté, ressent confusément que quelque chose s'est joué cette nuit-là, sans encore en connaître tous les détails. Au lever du jour, le refuge retrouve une apparence presque paisible. Pourtant, rien n'est plus comme avant. Les cris, les coups de feu, l'obscurité et la peur ont laissé une empreinte indélébile. Chloé et Raphaël savent désormais que la menace peut surgir là où on l'attend le moins, et que la confiance, une fois fissurée, ne se répare jamais totalement. La nuit est terminée, mais les conséquences, elles, ne font que commencer.